السلام عليكم. اليوم الأربعاء 17 أوت 2022. Aujourd'hui, mercredi 17 août 2022. Épisode 30. Vlémy 5. في هذه الحلقة هذه غادي نتكلم على واحد الموضوع مهم ديال الهجرة السرية الكبيرة ديال اليهود المغاربة في اتجاه إسرائيل. هاد الهجرة كانت مكلفة بها المصالح السرية ديال السيونيست والموساد باتفاقية مع السلطات المغربية على جميع المستوى. هاد العملية بدات في الأول ديال جونفي 62 واستمرت لسنوات ديال 62 63 64 65 66 67 حتى الأخر ديال الموا دو مي ديال 67، يعني 5 أيام فقط قبل الهجوم الإسرائيلي على الدول المجاورة ديالها فيما يسمى بلا غير دي سيجور. هاد لا غير دي سيجور l'État d'Israël avait attaqué dans la nuit du 5 juin 1967 toute l'aviation arabe sur le sol، يعني جميع 95% ديال الطيارات العسكرية المصرية والسورية والأردنية، بالأخص المصرية والسورية اللي الطيارات العسكرية ديالهم كلهم مشات 75% 95% مشات سور لو سول بلا ما يطيروا. الموساد في المغرب كان موجود من عام 1948. هاد المعلومات اللي غادي نذكر عليها في هاد الحلقة راه يعني كاينه في ليزارشيف ديال لو ديبارتمون دو لا كونتر سوبفيرسيون au CAB 1. À l'époque, dans les années 60, j'avais accès à ces archives grâce au colonel Martin, expert américain de la CIA au CAB 1. Grâce au colonel Martin, j'ai eu accès aux archives marocaines. Cet accès aux archives, je l'ai toujours eu par la suite pendant près de 40 ans.
À chaque fois que j'avais besoin d'un dossier, je remplissais un formulaire et je le demandais aux archives secrètes de l'État. Dans les années 1948, il y avait le Mossad au Maroc. Le Mossad s'était implanté au Maroc en même temps que la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël date de 1948. Le Mossad israélien s'est implanté également au Maroc en 1948. Il avait des agents dans toutes les grandes villes du pays, notamment à Casablanca, à Rabat, à Marrakech, à Agadir, à Fès, à Meknès, à Oujda, à Tétouan et à Tanger. Et surtout à Kénitra. Kénitra était la base la plus importante américaine au Maroc. Il y avait plusieurs bases très importantes américaines. À Kénitra, il y avait une dame qui gérait une boîte de nuit qui était agent du Mossad dans le Ghar. Il s'agit de Madame Dahan, D-A-H-A-N, qui gérait la boîte de nuit Le Mamas. Le Mamas est en plein centre-ville de Kénitra. C'est un cabaret et c'est en même temps un restaurant, un bar et un grand café, très bien situé. À la ville de Casablanca, il y avait tous les patrons de l'ONA, l'Omnium nord-africain, l'ONA, tous les patrons de l'ONA de l'époque étaient des agents du Mossad, des agents soutenus par le Mossad. Il y avait également le juif Zurita qui gérait des maisons closes à Casablanca et dans d'autres villes du Maroc, qui était agent du Mossad. Les agents du Mossad avaient accès libre auprès de la famille royale, et notamment auprès de la reine-mère Lalla Habda, la mère du roi Hassan II, et l'épouse du roi Mohammed V. La présence du Mossad au Maroc est reconnue officiellement depuis les années 1948 et notamment depuis 1956, date de l'indépendance du Maroc. Les officiers du Mossad avaient accès libre
au Palais Royal, dans le gouvernement marocain et dans tous les ministères importants au Maroc. Les officiers du Mossad avaient joué un rôle très important en 1960, au moment de la création du CAV 1, car ils avaient conseillé à la famille royale, et notamment à la reine-mère Lalla Habla, au roi Mohammed V et au prince héritier Moulay Hassan. Ils avaient conseillé la désignation d'un officier militaire de confiance à la place de Mohamed El-Ghazaoui, le patron de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la police politique au Maroc entre 1956 et 1960. Grâce à l'intervention du Mossad et à l'intervention des officiers de la CIA américaine, le colonel Oufkir avait été désigné comme directeur général de la Sûreté nationale au début juillet 1960. Cette désignation du colonel Oufkir est due en grande partie à la reine-mère Lalla Habla. En juillet 1960, la CIA et le Mossad étaient très bien implantés au Maroc. Les officiers du Mossad avaient commencé à préparer l'émigration juive de la population juive marocaine vers l'État d'Israël. Cette émigration juive avait fait l'objet de plusieurs négociations entre le Mossad et les responsables marocains à tous les niveaux. Ces responsables, ces négociations étaient menées d'un côté par le Mossad, de l'autre côté par des représentants de l'État marocain à tous les niveaux. Au niveau du ministère de l'Intérieur, le Mossad avait négocié avec les ministres de l'Intérieur en poste, avec le directeur général de la Sécurité nationale, le colonel Oufkir, qui était également directeur général du CAB 1,
et avec son adjoint Ahmed Dlimi. Et également avec le père de Ahmed Dlimi, Hassan Dlimi, qui était un cadre de haut niveau au ministère de l'Intérieur. Les officiers du Mossad avaient également négocié l'immigration juive vers l'État d'Israël avec le roi Hassan II en 1962, au début de l'année 1962, et avec la reine-mère, Lalla Abla, à la même époque. Ces officiers du Mossad avaient également négocié séparément avec les responsables du département administratif et financier du Cap 1, avec Ahmed Dlimi, avec Abdelhaq Hashhashi, et par la suite avec Jamil Houssine, qui avait remplacé le commandant Dlimi après l'éclatement de l'affaire Ban Barka à la fin octobre 1965. Les officiers du Mossad avaient également négocié les facilités qui devaient être accordées aux familles, à toutes les familles juives désireuses d'émigrer en Israël, notamment les familles qui résidaient dans les provinces de Safi, les Sawera, de Casablanca, de Fès, Meknès, Oujda, du Tafilalt, dans toutes ces régions où il y avait des familles juives. Ahmed Dlimi avait joué, et son père, Hassan Dlimi, avait joué un rôle très important dans cette émigration juive vers l'État d'Israël. Entre 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, jusqu'à la fin du mois de mai 1967. Le 5 janvier 1967,
la guerre des 6 jours avait éclaté au Proche-Orient avec une attaque israélienne qui avait détruit, dans la nuit du 5 juin 1967, 95% de l'aviation égyptienne et syrienne. Dès le premier jour de la guerre des 6 jours, le président Jamal Abdel Nasser de l'Égypte avait demandé des secours aux autres pays arabes, notamment à l'Algérie, à l'Irak et à quelques autres pays arabes. Les responsables marocains qui étaient d'accord pour cette immigration avaient tous encaissé de l'argent en échange de leur collaboration. Dans le département administratif et financier du Cap 1, Ahmed Lemi, Abdelhak Hachachi et par la suite Jamil Houssine avaient négocié le pays fort pour permettre aux familles juives qui ne remplissaient pas les conditions de l'obtention d'un passeport ces responsables du Cap 1 avaient remis des passeports vrais et faux du Cap 1 à ces familles qui en avaient grand besoin, à ces familles juives qui en avaient grand besoin. À l'époque, au début 1960, ce n'était pas facile d'obtenir un passeport au Maroc. Dans les services du Cap 1, il y avait plusieurs passeports qui étaient utilisés, plusieurs passeports vrais et faux, qui avaient été utilisés dans différentes missions des agents du Cap 1. Ces passeports étaient vrais parce que leur numéro de série était conforme au numéro de série de toutes les provinces du pays.
Ces passeports étaient signés par un gouverneur responsable au service central du ministère de l'Intérieur et remis au CAB 1. Les passeports remis au CAB 1 étaient remis en partie à Mohamed Achachi, le patron de la contre-subversion, qui classait ses passeports dans son coffre-fort, et en partie au au colonel Oufrer, qui classait ses passeports dans son coffre-fort. Le coffre-fort du colonel Oufrer avait le double des clés chez Ahmed Limi, chez Abdelhak Achachi et par la suite chez Jamil Lahoussin. Je me rappelle très bien à l'époque que des milliers, je dis bien des milliers de passeports vrais et faux avaient été remis à des familles juives qui en avaient grand besoin. Ces passeports étaient signés par un gouverneur du ministère de l'Intérieur. Ils étaient signés à blanc. Au CAB 1, on y ajoutait les identités fausses, on y ajoutait les dates, et on remettait les passeports aux agents secrets chargés des missions à l'étranger. Ceci en ce qui concerne le département de la contre-subversion qui avait comme patron Mohamed Achachi. Les milliers de passeports remis au département administratif et financier étaient au CAB 1, étaient également signés par le gouverneur au ministère de l'Intérieur, étaient signés à blanc et remis à Ahmed Limi et à Abdelhak Achachi. Ces derniers ajoutaient sur ces passeports les noms déclarés par les Juifs qui avaient besoin de passeports, par les Juifs marocains désireux d'émigrer en Israël avec leur famille. Je me rappelle bien
très bien à l'époque que des milliers de passeports avaient été remis à ces familles juives en échange de beaucoup d'argent. Les officiers du Mossad étaient chargés de toutes les affaires administratives, notamment de l'obtention des passeports pour les familles juives. Ils négociaient avec les responsables du CAV 1 et leur remettaient les montants convenus en espèces. En espèces pour chaque membre de la famille juive. Une famille juive de 8 personnes, pour une famille juive de 8 personnes, il fallait tant, un montant fixe. Pour une famille juive de 6 personnes, il fallait tant. Cet argent sale payé par le Mossad à Ahmed Limi, à Abd el-Haq Hashhashi et par la suite à Hussein Jamil, cet argent sale avait permis à ces trois responsables du CAV 1 de s'enrichir très vite, en 1962 déjà. Parce que Ahmed Limi avait bien contribué dans ce trafic de passeports en 1962, en 1963, en 1964 et en 1965. Au mois de novembre 1965, il avait été remplacé au département administratif et financier par Jamil El-Hussein, qui avait remplacé au CAV 1 le commandant de Limi entre novembre 1965 au courant de 1966 et au courant de 1967. Pendant cette période, Jamil Hussein avait contribué largement dans ce trafic de passeports. Les responsables du Mossad israélien avaient corrompu l'ensemble de l'État marocain. En commençant par le chef d'État, qui est le roi Mohamed Hassan II, en continuant avec le ministre de l'Intérieur,
avec le colonel Oufkir, directeur général de la Sûreté nationale et directeur des services du CAV 1, avec son adjoint le commandant Ahmed Lemi, avec le commissaire principal Abdelhak Hachachi et avec le commissaire principal Jamil Lahoussin. Je dois rappeler ici que Madame Dahan, Madame D-A-H-A-N, agent du Mossad à Kenitra, était en relation d'affaires avec plusieurs membres de la famille royale, notamment avec les princesses et avec leur mère, la reine-mère Lalla Habla, qui avait touché également sa part dans cette émigration, dans cette grande émigration juive organisée par le Mossad au Maroc pour permettre aux familles juives installées depuis des siècles au Maroc de rejoindre l'État d'Israël après sa création en 1948. Le chef de l'État marocain, le roi Hassan II, avait également négocié et encaissé sa part dans cette émigration collective juive marocaine vers l'État d'Israël. Le colonel Oufkir, passé général en 1964, avait également reçu sa part dans cette émigration collective juive marocaine vers l'État d'Israël. Le commandant Ahmed Lemi avait encaissé également sa part dans cette émigration collective juive marocaine vers Israël. En échange des passeports qu'il avait remis aux personnes juives intéressées. Le commissaire principal Abdelhak Hachachi avait également encaissé sa part dans cette
émigration juive collective marocaine vers Israël. Le commissaire principal, Jamil El-Houssine, avait également reçu sa part dans cette immigration juive collective marocaine vers l'État d'Israël. Il est bien évident que ces trois responsables administratifs du Cap 1, qui sont le commandant Ahmed Lémi, le commissaire principal Abdelhak Hachachi et le commissaire principal Jamil El-Houssine, avaient tous les trois reçu beaucoup d'argent en échange des passeports vrais et faux remis aux intéressés juifs concernés par cette immigration juive vers Israël. La guerre des 6 jours, déclenchée par Israël contre ses voisins le 5 juin 1967, avait obligé les autorités marocaines à arrêter cette immigration juive collective marocaine vers l'État d'Israël. Dans l'histoire du Maroc, la seule immigration juive du Maroc en direction d'Israël avait été organisée une seule fois par le Mossad israélien en 1962, en 1963, en 1964, en 1965, en 1966 et jusqu'à la fin du mois de mai 1967. Ce que je dis dans cette vidéo est très bien détaillé, est très bien décrit et détaillé dans des documents officiels classés aux archives secrètes du Cap 1. Ces archives du Cap 1 avaient été transférées aux archives de la DST en 1973 et ils sont restés classés dans ces archives de la DST et de la DGSC. Ceci est une vérité classée dans les archives marocaines, dans les archives officielles secrètes marocaines.
les patrons, les, les patrons juifs franco-marocains qui dirigeaient les 55 sociétés anonymes du groupe de l'ONA, ONA, Omnium nord-africain, qui avait le monopole du commerce, de l'industrie, de l'alimentaire et de l'agriculture, des minerais, des transports dans tous les pays nord-africains, notamment au Maroc, en Algérie et en Tunisie, avait le siège de l'ONA à l'angle de l'avenue Hassan II et de l'avenue Lalla Liakout, juste en face de la Banque du Maroc. C'est un bâtiment qui est juste en face de la Banque du Maroc, d'un côté, et de la grande poste des PTT de Casablanca, qui est elle-même située face à la grande wilaya de Casablanca. Le siège de l'ONA avait été transféré vers la fin, vers le début des années 2000, au Twin Center, boulevard Mohamed Zartouni et angle boulevard El Masira El Khadra à Casablanca, Ma'arif. Les 55 sociétés anonymes qui constituaient le groupe ONA avaient chacune à leur tête plusieurs responsables juifs ayant la double nationalité franco-marocaine, algéro-française, tuniso-française, et il continue toujours à gérer cette fameuse société ONA formée par 55 sociétés qui continuaient à exister en 2022 et qui fait partie du groupe de la famille royale et du roi Mohamed VI. Le Mossad avait toujours existé au Maroc, entre 1948 et
2022. Il continue toujours à exister dans notre pays. Soixante années après notre indépendance. La CIA est également présente au Maroc depuis 1948. Elle continue à être présente dans notre pays jusqu'à ce jour en 2022. Le Mossad et la CIA n'avaient joué aucun rôle important dans la, dans la très longue préparation de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka et n'ayant pas participé directement ou indirectement à l'enlèvement de Mehdi Ben Barka le 29 octobre 1965. Je rappelle ce détail très important, parce que l'affaire Ben Barka avait éclaté entre le Maroc et la France. Deux jours après l'enlèvement et la disparition forcée de Mehdi Ben Barka le 29 octobre 1965 à Paris. Le Mossad avait toujours eu des relations excellentes avec toutes les autorités policières marocaines et avec toutes les autorités militaires marocaines et avec toutes les autorités dans notre pays, le Maroc. Entre 1948 et 1956, avec le protectorat français au Maroc, et entre 1956 et 2022, avec les autorités marocaines. Les autorités marocaines du Maroc indépendant. Je pense que je dois m'arrêter dans cet épisode
numéro 30 de l'EMI 5. À la prochaine, Inch'Allah.